Bonjour à tous, on va commencer. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait hier? Et je voulais vérifier s'il y avait quelqu'un qui peut me dire s'il voyait bien l'écran, parce que je viens d'avoir un problème. Alors, est-ce que vous voyez mon écran avec le titre Loi de Newton, trajectoire? Oui? Oui, très très bien. Ok, cool, on va commencer alors. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait hier? Oui? Victor, j'arrive pas à activer ton micro, donc je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Pas de questions sur ce qu'on a fait hier? Tout va bien? De toute façon, je vous les mets en ligne comme d'habitude, vous pouvez les revoir tranquillement. On en reparlera à l'occasion des exos. Victor, il y avait une question? Non? Ok, donc on commence alors avec une révision ou une vision, ça dépend ce que vous avez fait, sur les lois de Newton et les trajectoires les plus simples qu'on vous demandera en troisième. Alors les lois de Newton, en fait, c'est ce qui va vous permettre de comprendre ce qui se passe à partir des forces. Vous allez voir qu'il y en a trois lois qui sont relativement simples et qui permettent quand même de comprendre beaucoup de choses, d'accord, à un niveau vraiment quand même approfondi. Alors on commence, en fait, je vous ai fait trois colonnes. Donc, vous allez voir qu'en blanc, c'est ce que j'ai appelé la première approche, c'est pour comprendre, en fait, de façon assez simple, la loi qui est évoquée. En jaune, je vous donnerai un exposé ou un énoncé plutôt plus rigoureux, d'accord? Et en cyan, là, vous aurez la version un peu mathématique qu'il faut connaître et qui va faire le lien surtout à ce que vous avez vu en maths sur les vecteurs. Parce que je vous rappelle, les vecteurs, c'est précieux en physique parce que ça résume un peu tout. Ça résume l'intensité, vous vous rappelez comme on a vu hier, la direction et le sens. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un peu ce qu'on a vu hier sur la microgravité. Donc, j'ai repris des vidéos qui ont été filmées dans la station spatiale, parce qu'en fait, vous allez voir, ça nous permet de comprendre pas mal de choses. Alors, première vidéo, c'est un astronaute qui souffle sur une balle de ping-pong. Alors, vous voyez, on voit tout de suite qu'on est en microgravité, parce que, bien sûr, contrairement à ce qui se passerait sur Terre, la balle ne fait pas une trajectoire parabolique en retombant, elle va tout droit. Alors, ce qui nous intéresse, en fait, il faut un peu oublier les premières images. Là, si j'attrape le curseur, vous voyez, là, on voit bien qu'il souffle sur la balle pendant à peu près 2 secondes. Ce qui m'intéresse à partir d'ici, en fait, si vous voulez, quand il arrête de souffler, regardez ce qui se passe, la balle continue en ligne droite. D'accord? S'il n'y avait pas la parole ISS, là, elle continuerait de façon indéfinie. Donc la première approche, c'est celle-là, et c'est quasiment la définition la plus importante de la journée, hein, c'est l'inertie. D'accord? Donc retenez bien celle-là, c'est que l'inertie, c'est la propriété de tout corps à rester dans son état de mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, elle va rester à la même vitesse et en ligne droite. Donc ça, c'est extrêmement important. Vous allez voir, ça génère plein de conséquences. Alors l'énoncé un peu plus rigoureux, que vous verrez peut-être en exo, que vous reverrez, c'est qu'en l'absence de force, donc vous voyez ici, alors c'est pas qu'il n'y a pas de force ici, c'est que la somme des forces est nulle, ok? On en reparlera. Le solide reste dans son état de mouvement en ligne droite. Ok, je vous rappelle qu'ici, il y a une petite astuce, c'est-à-dire qu'il y a de la gravité, d'accord, vu qu'on tourne autour de la Terre, mais comme l'astronaute, la balle et la station spatiale tombent à la même vitesse, bah, l'astronaute et la balle flottent à l'intérieur et donc en fait on les qualifie de microgravité. Au niveau de la traduction mathématique, vous allez voir, donc ça c'est si la somme des forces extérieures est égale à zéro. Alors le signe somme, hein, il est fait comme ça, c'est sigma, c'est une lettre grecque, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu en maths. N'oubliez pas de mettre des vecteurs ici, c'est extrêmement important, d'accord? Autrement l'égalité n'est plus valable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les forces extérieures en globalité s'annule, le vecteur vitesse est constant. C'est-à-dire, vous voyez là, tout est constant. À la fois le module du vecteur, la direction, son sens, tout. Donc, vous avez plusieurs façons de l'écrire. VG, c'est pour le centre de gravité, hein, G comme gravité, est égal à une constante, est égal à V0. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez lancé un objet, il va continuer en ligne droite, à la même vitesse. D'où le problème, hein, quand on va trop vite en voiture, D'accord, c'est... Oui, j'écoute. Monsieur, c'est quoi exactement des vecteurs? Tu peux te rapprocher du micro, j'entends très mal. Allô? C'est quoi exactement des vecteurs? Un vecteur pour vous, pour simplifier, vous ne l'avez pas fait en maths, ça un peu? Non, c'est pour savoir, hein. Un vecteur, c'est ce que vous le verrez un peu plus de façon approfondie au lycée. C'est une flèche, en fait, c'est un peu comme ce que j'ai fait hier. Ok, vous avez déjà vu les forces.
c'est en fait une flèche qui a un point d'application, une intensité, une direction. D'accord? C'est comme quand j'ai fait hier la force de gravité, c'est ça un vecteur. Ok, merci. Ouais, pour vous, retenez que c'est une flèche avec un point d'application, une direction et un sens. Ça suffira pour la troisième. Donc voilà la première loi, quasiment la plus importante. C'est-à-dire, si on ne fait rien, on continue en ligne droite. Et même si on est à vitesse nulle, hein, en fait, quand on est à vitesse nulle, bah, en fait, on fait aussi quelque chose. D'accord? Parce que ça dépend de quel point de vue on est. Parce que vous êtes à vitesse nulle quand vous regardez cette conférence dans votre siège, mais par rapport à un autre point dans l'espace, vous êtes en train de tourner. Donc n'oubliez pas que toutes les vitesses dépendent du point de vue. Et donc, il faut généraliser. C'est-à-dire que quand vous êtes, même si vous êtes à vitesse nulle dans votre chambre, il va falloir dépenser l'énergie, vous le savez, pour vous lever ou pour qu'on vous lève. Donc, c'est ça que veut dire la première loi. Alors, je crois qu'il y a une question. Ouais, si celui qui a levé la main peut le refaire, parce que je l'ai perdu. Bon, deuxième loi, je continue. Regardez, c'est cette fois, bien sûr. Quelque chose de plus intéressant, cette fois, vous avez l'astronaute qui souffle sur 3 balles distinctes, de masses différentes. Alors, je rappelle en passant ce qu'on a vu hier, hein. Bien sûr, les balles ont une masse. D'ailleurs, vous voyez ping-pong, bois et métal, probablement, on voit que ça brille. Donc, bien sûr, cette masse est plus élevée, mais toutes les balles ont un point nul. Vous vous souvenez, hein, c'est pour ça qu'on qualifie ça de microgravité. Tout se passe comme si la gravité était nulle. Alors, on voit bien quand même ce qui se passe, c'est assez intuitif. Okay, quand l'astronaute souffle sur les balles, je vais essayer de capturer l'image, voilà, vous voyez bien qu'ici, pardon, on y va, voilà. On voit bien qu'ici, c'est la balle de ping-pong qui a acquis le plus de vitesse, suivi de la balle en bois, suivi de la balle en métal. D'accord? Donc ça vous paraît assez intuitif, bien sûr. D'après ça confirme aussi ce qu'on a vu à la première loi, à savoir que un objet, plus il est lourd, plus il sera difficile à mettre en mouvement. Et si on veut le mettre en mouvement, bien sûr, il va falloir exercer une force. D'accord? Et l'effet n'est pas le même. Alors c'est ça qu'on résume maintenant. La première approche, la plus simple, c'est que pour modifier une vitesse, il faut appliquer au moins une force, d'accord? Comme ici de souffler. Si on le fait de façon un peu plus propre, on va parler d'accélération. Okay, rappelez-vous que l'accélération, c'est un peu comme la vitesse, c'est-à-dire que la vitesse, c'est le changement de distance, si vous voulez, par rapport au temps. Et l'accélération, ça va être le changement de vitesse. C'est-à-dire quand vous accélérez, en général, on sous-entend que vous allez de plus en plus vite, mais ça englobe aussi l'accélération négative, c'est-à-dire quand vous freinez, on appelle ça aussi une accélération, parce que vous allez aller de moins en moins vite. C'est juste une accélération qui va être négative. Donc regardez, bon, ça vous le reverrez plus tard, hein, c'est juste histoire de le photographier un petit peu avant. Là, cette fois, la somme des forces n'est plus nulle, et elle est proportionnelle à la fois à la masse et à l'accélération. Okay, et vous le reverrez, ça ne vous demandera pas vous demandera pas en troisième, c'est juste que l'accélération, c'est la variation de vitesse par rapport au temps. Okay, donc, ce qui est très important pour vous de retenir, c'est que vous voyez, c'est l'aspect qualitatif. C'est qu'en fait, si vous soufflez sur un objet, d'accord, son accélération, c'est-à-dire son changement de vitesse, comme on a vu ici, va dépendre de sa masse et inversement proportionnel. C'est-à-dire, bien sûr, si la masse est très lourde, d'accord, vous aurez moins de vitesse acquise. Si elle est très légère, vous allez avoir une accélération plus importante. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Donc vous, je répète, hein, pour la troisième, vous avez surtout besoin de connaître les 2 premières colonnes. On ne vous embêtera pas trop à les vecteurs, c'est juste pour votre culture, ça, pour que vous soyez un peu plus prêt, un peu plus solide en seconde. Troisième vidéo, cette fois, c'est 2 astronautes qui se poussent. Alors vous voyez, au début, ils ont leur masse respective, ok, pas de problème, ils se poussent. Vous avez vu, ils reculent tous les deux à peu près à la même vitesse. Alors là, maintenant, l'astronaute de droite, là, le russe, il prend une batterie qui pèse, enfin non, qui pèse, attention au terme, qui a une masse de 100 kg, mais qui pèse rien. Alors regardez ce qui se passe. Quand il se pousse avec approximativement la même force, en fait, bien sûr, le plus léger est propulsé vers la gauche, d'accord, de façon beaucoup plus rapide. Et le plus lourd, lui, par contre, vous avez vu, bah, il recule à peine. Alors ça confirme bien sûr aussi les 2 précédentes, à savoir que plus un objet est lourd, plus il va être difficile à mettre en mouvement. Et ça rappelle aussi la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire que celui qui va être mis en mouvement, ça va dépendre, d'accord, de façon proportionnelle, enfin inversement proportionnelle à sa masse. C'est-à-dire plus il est lourd, moins il va partir vite. Alors, la façon la plus simple de le dire, cette troisième loi de Newton, vous voyez, c'est qu'en fait, ici, il y a des forces qu'on appelle des actions réciproques. C'est-à-dire que là, surtout au début, l'action, enfin, non pas au début, tout le temps,
C'est-à-dire que la force qu'exerce l'astronaute de gauche sur l'astronaute de droite est de même intensité que celle de l'astronaute de droite sur l'astronaute de gauche. Okay, alors bien sûr, elles sont en sens opposé. Il y en a un qui est poussé vers la gauche, un vers la droite. D'accord? Alors un énoncé que vous avez sûrement entendu, qui est un peu à la mode, mais qu'il faut éviter, c'est ce qu'on appelle action-réaction. Pourquoi ça à éviter? Parce qu'on a l'impression que la réaction se déroule après l'action, et donc on perd un peu la notion de simultanéité. Alors c'est pas complètement faux, mais essayez d'éviter. Parlez plutôt des actions réciproques. C'est-à-dire, en fait, c'est assez général. Si vous appuyez sur une table, vous pouvez aussi dire que la table appuie sur vous. Ça marche. Bien sûr, ça va dépendre après du système que vous voulez étudier. Si vous voulez étudier la table ou vous. De la même façon, alors je ne vous ai pas mis l'énoncé mathématique qui est quand même le plus simple des trois. Regardez, la force de A sur B est opposée à la force de B sur A. Okay, une des illustrations les plus importantes, c'est ce qu'on appelle les décollages de fusée. Hein. C'est-à-dire une fusée, ça propulse un gaz vers le bas, et donc en échange, c'est poussé vers le haut. Attention, contrairement à ce que pensent beaucoup d'élèves, il n'y a pas besoin du sol. Hein. Je vous rappelle qu'une fusée, on le verra tout à l'heure avec des vidéos de SpaceX, une fusée, en fait, n'a pas besoin du sol pour revenir. Heureusement, parce qu'autrement, justement, on ne pourrait pas les faire revenir sur Terre. Hein. C'est-à-dire que quand vous poussez dans un sens, quand vous éjectez du gaz dans un sens, vous êtes propulsé dans l'autre. Est-ce que c'est trop là? C'est bon, le énoncé simple au moins. Ou est-ce qu'il y a des questions? Ok, je continue. Alors, ça va générer plusieurs trajectoires qu'on va décrire rapidement, parce que là, vous avez vu, les lois de Newton vous donnent un peu la cause des trajectoires, hein, les forces ou l'inertie, et ça génère plusieurs trajectoires, mais surtout les plus simples qu'on va étudier aujourd'hui. Bon, bien sûr, la première, c'est la trajectoire uniforme. C'est-à-dire que là, je vous ai mis des points, imaginons qu'on relève la position par GPS d'un point sur une route droite. Regardez ce qu'on va obtenir. Okay, donc ça, c'est un mouvement rectiligne uniforme. C'est-à-dire ce qui est uniforme, c'est la vitesse. Ça illustre bien sûr à fond la première loi de Newton, c'est-à-dire que si la somme des forces est nulle ou s'il n'y a pas de force, l'objet continue, comme tout à l'heure, rappelez-vous la balle de ping-pong, là, en ligne droite. Si on prend une photo toutes les 50 millisecondes, on aurait à peu près ce relevé, c'est-à-dire la même distance entre deux points, d'accord, si on mesure sur une échelle de temps toujours identique. Bien sûr, on l'a vu aussi dans la deuxième vidéo, vous avez aussi ce qu'on appelle des mouvements rectilignes uniformément accélérés. C'est-à-dire que cette fois, regardez, les points s'éloignent de plus en plus. Ça veut bien dire qu'on a changé de vitesse, qu'on a augmenté la vitesse. Donc ça, on qualifie ça d'accélération positive. Hein, je vous rappelle, l'accélération, c'est le changement de vitesse par rapport au temps. Et bien sûr, si on freine, on va voir les points se rapprocher au fur et à mesure qu'on freine. Et ça s'appelle une décélération, ou un freinage, si vous préférez. Troisième mouvement simple, mais extrêmement important, c'est ce qu'on appelle le mouvement circulaire uniforme. C'est-à-dire qu'en fait, attention, c'est juste la valeur de la vitesse, son module qui est uniforme, c'est-à-dire qui est constant. Je vous fais un petit schéma. Si on prend le cas classique de la Lune autour de la Terre, d'accord, pour montrer la différence quand même. Et là, je fais des vecteurs vitesse. Alors regardez les vecteurs vitesse, je fais exprès de les faire c'est ça que j'appelle des vecteurs, hein, pour répondre à la question tout à l'heure. En fait, c'est des flèches qui symbolisent une mesure physique, d'accord. Donc ici, vous voyez que le vecteur V1, V2, V3 pris à 8 moments différents de la trajectoire de la Lune, en fait, ils ont tous quelque chose en commun, c'est leur longueur ou leur module. C'est ce qu'on a appelé hier l'intensité. Mais vous voyez, ce qui change quand même, c'est en fait leur direction et leur sens. Donc vous voyez, le vecteur vitesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la flèche vitesse n'est pas constante, vu que la direction change. Par contre, ce qui est constant, c'est la grandeur de la flèche, si vous voulez, la taille de la flèche. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait quand on va étudier les mouvements uniformes? On va pouvoir en déduire certaines choses que j'ai précisées ici. Regardez, c'est qu'en fait, c'est ça qui est très important dans les mouvements circulaires, hein, parce que justement, ça rejoint un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. Pourquoi dans l'ISS il flotte? Je vous ai donné une partie de la réponse hier. Je vous ai dit, en fait, dans une station spatiale, ils sont toujours en train de tomber. Alors, s'il n'y avait que cette chute, on aurait un problème. Ça voudrait dire que la station spatiale est en train de se cracher sur Terre. Donc, vous imaginez bien qu'il y a autre chose, et c'est autre chose, c'est l'inertie, en fait. Donc, si je reprends ce qu'on a fait hier, on a la force de gravitation qui est ici, qui vous attire vers le centre de la Terre, ce n'est pas une surprise. Et vous avez l'inertie avec laquelle, d'accord, on a lancé la station spatiale. Vous verrez plus tard, en fait, dans l'univers, tout tourne. Hein, on est obligé de tout faire tourner pour stabiliser les satellites. Et donc, vous voyez qu'en fait, la trajectoire circulaire, c'est une composante de deux choses. De l'inertie qui a tendance à vous faire aller tout droit,
Donc imaginons que là, tout d'un coup la Terre disparaisse. Bah, en fait, la station spatiale irait tout droit. Et la deuxième composante, c'est la force de gravitation. Donc là aussi, on peut imaginer qu'on arrête avec des rétrofusées la station spatiale. Si on arrive à l'arrêter, à lui donner une vitesse nulle sur son orbite, bon, en fait, bien sûr, elle serait maintenant juste attirée par le centre de la Terre et elle s'écraserait au sol. Et donc, si on fait ça tout au long de la trajectoire, on s'aperçoit qu'à chaque fois, on a une force, bien sûr, gravitationnelle. Et comme on l'a vu tout à l'heure, n'oubliez pas la deuxième loi de Newton, ça veut dire que force gravitationnelle, c'est ça, c'est le seul truc que vous devez retenir, hein, vous n'avez même pas besoin de vecteur, c'est que l'accélération est proportionnelle aux forces. Donc là, comme il n'y en a qu'une, ça veut dire que l'accélération est dirigée vers le centre de la Terre. Donc maintenant, si on a affaire à des... En fait, surtout en troisième, on ne vous embêtera pas trop avec ça. Ah oui, je t'écoute. Mais du coup, par exemple, les scientifiques, quand ils envoient un objet en orbite autour de la Terre, ils doivent calculer la vitesse à laquelle ils doivent le faire Ouais, avancer pour ne exactement. pas qu'il tombe ni qu'il s'en aille trop loin, ça veut dire? Ouais, exactement. C'est-à-dire, s'il pousse trop fort à les moteurs, ils le perdront à tout jamais. Et s'il pousse pas assez fort, il retombera au sol. Ok, Donc ça, on fera le calcul à la fin de cette leçon. ok. Alors, si on a un système plus complexe, ok, si on a une trajectoire complètement délirante comme celle-là, bon, en fait, c'est pas la peine de flipper, on fait juste par petits bouts. Ok, regardez, il suffit de décomposer en plusieurs morceaux. Donc là, je peux dire que c'est une droite, là, je peux dire que c'est un morceau de cercle, ici, vous avez vu. J'ai essayé de faire un cercle en pointillé, là, qui est tangent à cette partie de la trajectoire. On a encore une droite, encore un cercle, etc. Donc, vous voyez, le fait d'utiliser ces trois trajectoires complémentaires, c'est qu'en fait, on va pouvoir les superposer un peu partout, même si c'est très complexe. Alors justement, je vais faire quelques illustrations avec les tirs de SpaceX que vous avez peut-être déjà vus. Bon, c'est un peu eux qui ont tout cassé il y a 2 ans, hein, je vous rappelle, je vais vous montrer pourquoi. Tu sais, ils ont fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant, c'est reposer des fusées. Alors là, vous avez un décollage massif comme d'habitude, je vous rappelle, on éjecte plusieurs milliers de litres de gaz à la seconde, c'est monstrueux. On va voir pourquoi après, hein, pour la vitesse qu'il faut acquérir pour s'échapper un peu de la Terre. Donc vous avez un décollage classique le plus près possible de l'équateur. Oui, il y a encore une question? Non, ah non, j'ai oublié de baisser la main, je Oui, c'est pense. moi, pardon. Ok, donc là, vous avez un décollage classique jusqu'à maintenant, pas de problème. Ariane fait pareil, on pousse très fort vers le haut, un peu incliné vers l'équateur, on y va. Bien sûr, on fait ça au-dessus de l'océan parce que normalement, d'habitude, on largue les boosters qui sont vides, on les jette dans l'océan. Regardez en passant les vitesses, hein, ok, qui sont assez exceptionnelles. Donc là, on va commencer à passer le mur du son. C'est pas très gênant parce qu'en fait, de toute façon, à l'altitude où se trouve la fusée, il n'y a quasiment plus d'air, donc ça résiste de moins en moins. Donc vous voyez, c'est assez monstrueux. Au bout d'une minute, on est déjà quasiment au-delà de l'atmosphère terrestre qui fait, je vous le rappelle, environ, on va dire, 50 km d'épaisseur. Et regardez, là, il va se passer quelque chose de plus intéressant. Voilà, donc ça, c'est les caméras embarquées sur le booster. Et regardez ce qu'on fait, voilà. Enfin, ce que font les ingénieurs SpaceX, ils font décrocher les deux boosters latéraux. Là, on voit bien la rotondité de la Terre. Et vous voyez, tout de suite, il y a des petits moteurs d'appoint qui se mettent en action. OK. On va les revoir de façon un peu plus précise tout à l'heure. Parce qu'en fait, là, ce que vous voyez, là, vous avez le moteur principal qui continue son boulot, qui va vers la station spatiale, justement. Et là, vous avez les deux boosters latéraux qui sont quasiment vides, qui ont juste un petit peu de gaz, on va dire. Vous voyez les petites mises à feu successives, hein, pour corriger les trajectoires et qui vont redescendre sur Terre. Donc ça, vous avez peut-être vu ça il y a 2, 3 ans, je ne me souviens plus. C'est les premiers à avoir réussi ça, hein. D'accord. Donc je vous montre en plus gros ce que ça donne. C'est-à-dire là, c'est vraiment la caméra embarquée à bord du booster qui redescend. Regardez, alors c'est un peu accéléré là. On voit bien la couche nuageuse et tout. Regardez à quelle vitesse ça descend. Donc là, on est un peu en latéral. Vous voyez les petites corrections de gaz. Là, la troisième loi de Newton, elle joue à fond. C'est-à-dire vous poussez d'un côté. Là, on voit bien qu'on rentre dans l'atmosphère. Vous avez vu, c'est violent. Ça secoue. Et il y a beaucoup d'eau qui se dépose. Et là, on se pose en douceur sur une station en plus qui flotte, hein. D'accord, vous avez vu sur le sang. Si on regarde ça sur l'autre tir qu'ils ont réussi, regardez, c'est un peu l'idée, je vais un peu accélérer. Ils ont réussi à, hop, on y va, bon, ils sont très contents, c'est normal, c'est le même, mais il y avait des images en plus. En fait, ce qu'ils ont embarqué dans la fusée, peut-être que vous êtes au courant, c'est une énorme voiture. Bah, pour montrer qu'ils arrivaient à pousser un truc qui pesait plus de 3 tonnes. Donc, ils ont mis un mannequin, hein, dans une décapotable, parce que je vous rappelle qu'Elon Musk, le chef
de SpaceX, c'est aussi le chef de Tesla. Donc, il a mis un peu sa bagnole dans la fusée pour montrer qu'il pouvait la faire décoller. Et vous allez voir, voilà, un autre point de vue. Ça, c'est le moteur principal hein, qui continue. Pardon, je fais une bêtise, je reviens. Alors, on y va. Alors, voilà. Vous voyez, le moteur principal. Vous avez la voiture qui est dans le haut de la fusée, vous voyez, qui a été lancée. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit la transition, voilà. Donc ça, au début, elle est stabilisée, vous avez vu, dans de l'eau. Hein. Parce que ce qui est vraiment à éviter dans les fusées, c'est une instabilité. Et là, vous voyez la trajectoire qu'il va subir. On va y revenir, trajectoire circulaire qu'on a évoquée. Hein. Bon, bien sûr, le soleil est très exagéré là. Vous avez une trajectoire circulaire et ensuite une trajectoire de transfert pour aller vers Mars. Alors, on y va. Voilà, on retrouve le retour. Voilà, c'est ça la fin qui est assez quand même génial. Hein. Regardez, vous avez les deux boosters qui se reposent. Ici, en plus, parfaitement synchronisé sur le padlock de la Floride. Et celui-là, il le montre parce que souvent, ils l'ont loupé quand même. Hein. D'ailleurs, celui-là, vous avez vu, ça a loupé. Il a atterri dans l'eau. Et voilà, vous avez le. Alors, ça, c'est pas une véritable photo, c'est une simulation. Vous avez la décapotable de Elon Musk qui est en partance vers Mars. On espère retrouver un jour, hein, vu qu'il devrait y avoir des astronautes qui y vont. Donc, ça, c'était une façon d'illustrer les trajectoires qu'on a vues. Hein. Donc, vous avez vu, si on fait le bilan, par exemple, la phase d'inertie, ici, elle est là par exemple, quand la voiture tourne autour, vous vous souvenez, de la Terre. Donc, quand elle est en orbite autour de la Terre, vous vous rappelez, elle profite de deux choses, de son inertie, d'accord, parce que vous avez quand même plus de 3 tonnes qui sont en train de voyager, donc c'est quand même, vous imaginez, difficile à arrêter, et la force de gravitation qui l'attire vers le centre. Et donc, la composante de ces deux, d'accord, les fait tourner en orbite circulaire. Ici, sur la deuxième vidéo, on a bien vu qu'en fait, d'ailleurs, quelque chose de complémentaire, on pense toujours qu'un dégagement gazeux, ça vous fait décoller, mais vous avez vu qu'un dégagement gazeux, ça fait aussi une force dans l'autre sens, donc ça peut vous permettre de ralentir, de décélérer. Est-ce que sur cette vidéo, il y a une question? Alors justement, comme il y a eu la question tout à l'heure, je vais en profiter, je vais vous faire un petit calcul justement. On a vu un peu les vitesses sur les compteurs, à quel point elles étaient spectaculaires hein, pour les fusées. Donc on va faire le calcul. Là, je vous ai une petite vidéo, bon, c'est un peu débile. Hein. Vous avez un boulet de canon qui est lancé. Donc, vous reconnaissez différentes trajectoires. Vous avez vu, si on tire trop, ben, on va moins loin, etc. C'est pas tellement ça qui nous intéresse, c'est que nous, comme on est dans le trip des satellites, hein, on aimerait bien savoir à quelle vitesse il faut éjecter ce boulet pour qu'il ne revienne jamais au sol. D'accord? Ça s'appelle la vitesse de satellisation. Alors, je vous ai fait un petit schéma. Et le seul truc que vous devez savoir pour faire ce calcul, c'est ça. Alors, pour l'instant, en troisième, je crois qu'on fera peut-être le calcul en exo, mais au moins, vous devez retenir ce résultat. Bon, vous le savez, quand vous jetez un corps, hein, d'accord, quand vous jetez un objet, quand vous laissez tomber une balle de votre main, en fait, en une seconde, enfin, vous savez qu'il accélère en tout cas. Ce que je vous demande de retenir, c'est ces valeurs. C'est qu'en une seconde, en fait, à cause de la gravitation terrestre, l'objet tombe de 5 mètres. Et d'ailleurs, vous le voyez, je vous ai mis le résultat en 2 secondes, c'est 4 fois plus. Donc, vous voyez bien la notion d'accélération là, parce que s'il n'y avait pas accélération, si un objet tombait en une seconde de 5 mètres, en 2 secondes, il tomberait de 10 mètres. Et là, vous voyez, ce n'est pas du tout le cas, c'est plus linéaire. Donc retenez surtout la première partie. Hein. En une seconde, un objet tombe de 5 mètres. Donc ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si je redessine la Terre, son diamètre, et le boulet de canon qui va décoller ici. On veut savoir à quelle vitesse on doit éjecter le boulet de canon pour que vous voyez, j'ai commencé à dessiner, là, on commence à voir le boulet, pour qu'il ne retombe pas sur la Terre grâce en fait à la sphère terrestre, pour qu'il soit satellisé en fait, qu'il ne retombe plus jamais sur Terre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la distance qu'il doit faire en une seconde. C'est plus simple que calculer la vitesse. Et en fait, il doit. Alors, bien sûr, le graphique est approximatif. Hein, bien sûr, ce n'est pas du tout à l'échelle. C'est pour ça que ça peut paraître un peu bizarre. Il faut vaincre à la fois. En fait, pour être sûr de satelliser ce boulet de canon, il faut vaincre la chute de 5 mètres en une seconde. Donc, c'est pour ça. Ici, si vous voulez, vous avez la chute, comme on l'a vu hier, la chute libre due à la gravitation. Et ici, vous avez l'effort qu'on doit faire, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on doit éjecter ce boulet. Donc j'ai reporté cette distance ici parce qu'en fait, on va utiliser un théorème que vous avez peut-être vu en maths, qui s'appelle le théorème de la moyenne géométrique. Donc vous voyez ici, vous reconnaissez un triangle rectangle. Pourquoi un rectangle? Parce qu'en fait, il est basé sur le diamètre du cercle qui représente la Terre ici. Hein, vous savez qu'un triangle qui a pour hypoténuse un diamètre, il est forcément un rectangle.
Donc ici, j'ai deux choses qui m'intéressent. J'ai ici la hauteur h qui se retrouve à ce point-là, on est d'accord, vu qu'il y a des parallèles. Et tout ça, en fait, bien sûr, c'est la grande distance, c'est-à-dire le diamètre, okay, 2 fois le rayon de la Terre, moins cette distance h, que j'ai fait figurer ici. Et maintenant, on utilise, d'accord, ce que j'ai mis ici, c'est-à-dire le théorème de la moyenne arithmétique. Alors, le théorème de la moyenne arithmétique, vous pourrez regarder, le démontrer même chez vous, ce n'est pas très difficile. C'est que la hauteur d'un triangle rectangle, ici, là, que je symbolise ici, c'est le produit des deux longueurs que ça génère sur l'hypoténuse. Donc, je reprends, ça, c'est la hauteur. En fait, la hauteur au carré ici est égale à ça fois ça. OK? Donc, ce que j'ai écrit, d au carré, ce qui nous intéresse, hein, c'est h, le petit côté ici généré par la hauteur, fois le 2rt moins h. OK? Le 2rt qui est ici, moins h. Ce qu'on suppose aussi, c'est qu'en fait, la hauteur ici, il y a des chances qu'elle soit négligeable devant le diamètre de la Terre. Parce que je vous rappelle, le diamètre de la Terre, il fait quand même dans les 12 800 km. Donc il y a de très fortes chances, on vérifiera ça a posteriori, que cette hauteur soit négligeable. Donc on le suppose ici, regardez, c'est ce que j'ai mis par ce double inférieur. Peut-être que vous avez déjà vu, un double inférieur, ça veut dire très inférieur. Si je dis que h est très inférieur au rayon de la Terre, vous avez vu, je peux simplifier, c'est-à-dire j'enlève ce terme, vu qu'il va avoir aucune conséquence. Donc on a d au carré qui est égal à h fois 2 fois le rayon de la Terre, et maintenant on calcule. Donc le rayon de la Terre ici, je l'ai mis comme ça. Hein. On va appeler le 6400 km. Attention à convertir en mètres, hein, comme d'habitude. Rappelez-vous qu'en gravitation, le piège numéro 1, c'est les unités, comme beaucoup de problèmes en physique. Donc quand vous avez un doute, vous balancez tout en mètres, en kilos, en secondes. Donc 6,4 10 puissance 3 km, c'est-à-dire 6400 km, ça fait bien 6,4 10 puissance 6 mètres, que je multiplie par le 2, pour avoir le diamètre, et par le 5. Hein, vous vous rappelez, le 5, c'est les 5 mètres de la chute libre. Si on laisse tomber n'importe quel objet, vous vous souvenez, on a vu ça hier, si on laisse tomber n'importe quel objet de n'importe quelle masse, en une seconde, il aura fait 5 mètres. Vous laissez tomber un chat ou un objet de 20 kg, ils vont arriver en même temps en bas. D'accord? Donc maintenant, je fais le calcul. J'ai un 2 fois 10 ici, ça m'arrange. OK? Donc ça fait 64. Et donc maintenant, j'ai juste à prendre la racine carrée de 64, ça fait 8. Et la racine carrée de 10 puissance 6, ça fait 10 puissance 3. Hein, je vous rappelle que la racine carrée, c'est la puissance en demi. Donc vous pouvez le faire à la calculatrice, hein, si vous ne croyez pas, ça fait à peu près 8 10 puissance 3. Donc vous voyez, alors maintenant, il faut interpréter ce truc parce que c'est quand même phénoménal. Regardez, si je convertis maintenant en vitesse, parce qu'on avait dit que tout ça, c'était pour une seconde. Donc ça veut dire qu'un objet, si vous voulez le satelliser, il doit faire en une seconde 8000 km. Autrement dit, ça veut dire que sa vitesse doit être de 8 km par seconde. Donc vous voyez, c'est juste monstrueux. Hein. 8 km par seconde, si vous multipliez par 3600 pour avoir en km/h, ouais, ça fait dans les... alors, si vous multipliez par 8, je vous rappelle, vous faites 2 fois 2 fois 2, ça va plus vite. Donc, on y va. 3600 fois 2, ça fait 7200. Fois 2, 14400. Et donc, on a 28 000, allez, on va dire 30 000 km/h. Donc, un objet, si on veut qu'il tourne autour de la Terre sans retomber au sol, il doit être éjecté. Hein, si on part comme ça en vitesse tangentielle, il doit être éjecté à environ 30 000 km/h. Donc, vous voyez pourquoi c'est colossal au décollage, hein, il faut vaincre la gravitation et puis l'éjecter avec cette vitesse. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ces rappels des lois de Newton et des trajectoires. Est-ce que c'est clair? Alors, je vous conseille de refaire ce petit calcul-là. Alors, il y a peu de chances qu'on vous le demande en troisième, hein, mais une fois que vous avez fait ça, vous avez quand même pas mal de choses sur la gravitation quand même. Donc, essayez de le refaire, ça fait un bon mix entre maths et physique, et ça peut vous aider l'année prochaine, où vous commencerez à voir ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Monsieur, il y aura ça au brevet? Non, non, pas de stress, ce que je viens de dire. Ça, non. Ah, ok. Ce que vous aurez, c'est surtout ça. OK? D'accord. C'est-à-dire comprendre ce que c'est l'inertie, qu'il faut une force pour changer la vitesse et qu'il y a des actions réciproques. C'est-à-dire si vous appuyez sur une table, la table appuie sur vous. Je l'ai dit aussi, par exemple, si vous pouvez dire que la Lune attire la Terre ou que la Terre attire la Lune. Okay, les deux sont valables. Et vous aurez ça surtout. On fera des exos la semaine prochaine là-dessus. OK? Ok. Vitesse uniforme, donc vous avez un espacement uniforme des points, accélération, décélération et mouvement circulaire. Ça s'arrêtera là. Ce que je vous ai montré dans la diapo 3 et 4, c'est des illustrations, ok? Mais qui Ouais. peuvent vous servir en seconde.
OK? Oh oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, si ça vous va, oui. Oui, Monsieur, vous pouvez remettre la première diapo, s'il vous plaît. oui. C'est Merci. bon? Tu la vois là? Allô? Oui, oui, je la vois. Tout ça, je vous le mets Merci. ce soir. Je vous la mets ce soir à télécharger, hein, vous l'aurez. Je vous envoie aussi les diapos si vous voulez. D'accord. Ok. Bah, je veux bien. Donc, je répète, hein, la partie en sciences, là, c'est plus compliqué, mais c'est la version mathématique de ce que vous devez connaître, en gros. OK? Ouais. Oui? Est-ce que vous pourriez nous faire un récapitulatif des formules, de toutes les formules qu'on a vues, s'il vous plaît? De toutes les formules qu'on aura vues à la fin des cours ou d'aujourd'hui? À la fin des cours. Bah, en fait, les formules en troisième, il n'y a pas grand-chose, hein. En fait, les récapitulatifs, c'est sur les vitesses. Vous verrez, c'est quand on fera des exos, hein. Ok. Quand on Merci. fera les exercices, on appliquera des formules, quoi. Et là, vous verrez, c'est toujours les mêmes qui reviennent, hein. Mais là, en gros, bah, vous avez la formule que vous connaissez de la vitesse, c'est-à-dire la vitesse, en tout cas, attention, la vitesse quand elle est uniforme ici, là, d'accord? Ça, là, si on calcule la vitesse, ici, je peux le rajouter, je vous mets ici, je vous rappelle que la vitesse, dans ce cas, d'accord, vous avez la vitesse qui est égale à la distance sur le temps. Ça, vous la connaissez, ça, ok? Allô? Bon. Est-ce que tu m'entends, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Donc, en fait, ça, par exemple, c'est une formule que vous connaissez déjà de la quatrième, sûrement, enfin, je pense, que vous avez probablement utilisée. C'est la vitesse qui vous donne la distance le temps, c'est-à-dire si vous en kilomètres-heure, en mètres par seconde, c'est ça que vous devrez savoir faire au niveau des exercices, hein. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose en formule, hein, surtout le programme de troisième, il ne faut pas stresser là-dessus. On vous demandera surtout de comprendre ces phénomènes et d'arriver à faire un petit calcul, ouais. Mais ça, on s'entraînera sur les exos. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, pour être sûr que tout le monde est calé aussi sur la même chose au niveau vocabulaire, demain, je vous propose de faire un peu la même petite leçon rapide là sur l'électricité, sur le courant, la tension, parce que là, apparemment, vous avez tous fait des choses un peu différentes en quatrième. Donc, je vous expliquerai rapidement comment ça fonctionne. Est-ce que ça vous va comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques? N'hésitez pas à faire des remarques, hein, si ça va trop vite ou si vous voulez une autre leçon. Donc là, je pense que ce qui reste à faire, parce que là, ça va assez vite, il nous reste à faire un petit rappel sur l'électricité et sur les ondes. D'accord? Et après ça, vous pourrez quasiment vous entraîner sur tous les exercices que je vous ai envoyés là sur le brevet. Donc on les corrigera ensemble un peu plus tard. Ça vous va comme ça? Ouais. Pas de questions? Bah, je vous dis à demain alors pour une petite leçon sur l'électricité. Bon courage. C'est Oui, de différencier tu parles de lui. les ascenseurs, Pourquoi tu parles les de lui? En fait, je parlais de vos amis Et et moi.